L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao de la région de l'Anawa sont dans le désarroi face aux inondations qui ont détruit leur récolte. Et puis en Albanie, le navire Moliva et ses conteneurs toxiques ont été mis sous séquestre. Nous terminerons avec du football dans cette édition de l'actualité. Pour le Ballon d'Or 2024, Rodri a été élu 68e Ballon d'Or. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons en Côte d'Ivoire. Des inondations récentes ont gravement impacté les producteurs de cacao dans la région de l'Anawa. Ces intempéries ont détruit des récoltes et mis en péril les moyens de subsistance de nombreuses familles. Dans ce contexte difficile, l'avenir du secteur cacaoyer local semble incertain. De l'eau à perte de vue, un homme désemparé, Mahamadi Savadogo, scrute impuissant la lisière. De l'autre côté se trouvent toutes ces plantations. Nous sommes venus au champ, on a trouvé que l'eau a débordé, l'eau a pris toutes nos plantations. On a perdu tout, même le campement, tout est tombé. Le cacao fait 9 hectares, le palmier fait 12 hectares, le verre fait 9,94. J'ai perdu tout. Aujourd'hui encore, c'est à la pirogue que Mahamadi va essayer de regagner ses plantations et ce qui reste de son campement. Chaque jour, c'est comme ça, nous faisons. Le fleuve se trouve à 1 km d'ici. Il y a de cela un mois, cette étendue d'eau n'était pas là. C'est le résultat de l'inondation qui a eu lieu ici en début du mois d'octobre. Après les fortes pluies et l'ouverture des vannes des barrages de Soubré et Gribopopoli, situés à quelques kilomètres d'ici. Donc voilà les maisons qui sont tombées, ce campement qui est là. Donc l'eau avait pris tout ça là. Plantation dévastée, désormais sans abri. C'est également le cas de ce septuagénaire. Depuis l'inondation, c'est la première fois qu'il revient dans son campement, Broukro, à une trentaine de kilomètres de Soubré et de son barrage. Quand on est ici là, je suis venu en 75. L'eau n'est pas arrivée ici. Bon, tout le temps, quand il vient, il reste là-bas. Sous ces gravats, une vingtaine de maisons où vivaient près de 200 personnes avec tous leurs biens. Dans les plantations de cacaoyers, on peut voir encore les effets de l'inondation sur ces plants qui ont passé plusieurs jours sous l'eau. Cette année, peut-être s'il y a eu une tonne, on a gagné aussi. Je ne crois pas qu'on va gagner une tonne à cause de l'eau. C'est ici, à Konédougou, que tous ces impactés ont trouvé refuge. Après la phase critique des inondations, c'est l'heure de faire le bilan des impacts sur l'activité économique des populations de la zone, notamment la production de cacao. C'est ce qui justifie la visite de cette délégation du Conseil Café Cacao à Konédougou. Ce village de la sous-préfecture de Soubré est l'un des plus impactés par les inondations dans la région. 157 familles sinistrées qu'on a recensées. Au niveau des planteurs également, il y a eu 283 planteurs qui ont perdu les champs. Soubré, mais également Bio, Grands Atri, Meyagui et Dapewa. Toutes ces localités ont subi de plein fouet les inondations. Pas de perte en vies humaines, mais cette région, qui a longtemps été la première zone cacaoyère, devrait connaître une chute drastique de sa production. Nous faisons partie du top 5 en matière de production et de livraison de cacao de bonne qualité au port. Et avec ces inondations, forcément, il y aura un impact sur la production parce que le nombre de plantations identifiées et puis aussi touchées par rapport au nombre de producteurs. Nous allons prendre le temps d'affiner les résultats de nos enquêtes pour apprécier l'impact que ça aura sur la production. Une mission d'évaluation des dégâts afin d'apporter la réponse adéquate à ces producteurs, surtout en cette période de campagne cacaoyère. Pour l'heure, ces sinistrés peuvent compter sur la solidarité de leurs concitoyens qui, avec l'aide du gouvernement, ont reçu gîtes et couverts en attendant de meilleurs lendemains. Parlons toujours d'agriculture en Côte d'Ivoire. La culture hors sol émerge comme une réponse efficace aux défis de la production agricole dans le pays. En optimisant l'utilisation de l'eau et des espaces cultivables, cette méthode innovante pourrait transformer le paysage agricole ivoirien. Face à une population croissante, elle offre une alternative durable pour assurer la sécurité alimentaire. Deux domaines spécifiques nécessitent des renforcements urgents.
La gestion des aménagements d'irrigation et de fertilité des périmètres maraîchers collectifs, ainsi que le développement des systèmes de culture sous serre et hors sol, avec un accent sur l'utilisation d'équipements importés et de matériaux locaux plus accessibles. Aujourd'hui, la culture hors sol est une innovation. Une innovation pour anticiper sur beaucoup de questions qui commencent à se poser en Côte d'Ivoire, notamment les problèmes du foncier. Il est question de parler aujourd'hui de productivité que de production. Produire plus sur des espaces réduits. Cette rencontre de Bingerville vise donc à actualiser les contenus pédagogiques et techniques liés aux cultures hors sol. Il s'agit de développer des outils et fiches techniques destinés à former les producteurs sur ces nouvelles méthodes. Il est important de mettre l'accent sur cette innovation qui est la culture hors sol, qui résout beaucoup de problèmes. Les problèmes de la qualité des aliments, les problèmes des attaques des aliments par les insectes ravageurs. Il est maintenant question de garantir une production durable, à la fois rémunératrice pour les producteurs et abordable pour les consommateurs, contribuant ainsi à lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. La Turquie a lancé une mission d'exploration d'hydrocarbures au large des côtes somaliennes. Cette initiative vise à renforcer les partenariats énergétiques et à diversifier les ressources. Elle pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les deux pays. La Turquie entame sa mission d'exploration de pétrole et de gaz naturel dans les eaux territoriales de la Somalie. 3 zones offshore d'une superficie de 15 000 km² en tout seront forées par le navire de recherche Oryx Reis. Il a accosté vendredi dernier au port de Mogadiscio. La mission de prospection devrait durer 7 mois et permettre de relever des données sismiques capables d'identifier des zones à forte concentration d'hydrocarbures. Les eaux somaliennes abriteraient 1/10 des réserves de gaz et pétrole, soit 30 milliards de barils. Cet accord d'exploration d'hydrocarbures passé en mars dernier entre les deux pays devrait permettre à Mogadiscio de bénéficier en contrepartie d'une protection de ses côtes. Plusieurs bâtiments de la marine turque seront déployés à cet effet pendant les recherches. Nous disions au titre, le navire Moliva avec à bord des conteneurs contenant des substances toxiques a enfin été immobilisé après 3 mois de navigation erratique. Cette situation soulève de vives inquiétudes concernant la sécurité de l'environnement et de la santé publique. Les autorités albanaises travaillent désormais à une solution pour gérer cette cargaison dangereuse. Le Moliva et ses 2100 tonnes de déchets industriels de retour en Albanie. Le navire battant pavillon turc avait quitté les côtes albanaises début juillet, direction la Thaïlande, pour y recycler sa marchandise. Alerté par l'ONG environnementale BAN sur la toxicité suspectée des déchets, le pays asiatique refuse la cargaison. Suivront le Portugal, l'Espagne et l'Italie. 3 mois d'odyssée en mer et finalement la mise sous séquestre à 1 km des côtes albanaises. Originaires d'une usine sidérurgique du centre du pays, les déchets ont été enregistrés en tant qu'oxyde de fer. Mais selon l'ONG BAN qui a lancé l'alerte, il s'agirait en fait de poussière de four électrique, classée dans la catégorie des déchets toxiques, dont le stockage et le transport sont soumis à des règles strictes. Le parquet du port albanais de Durrës a ouvert une enquête pour contrebande de marchandises interdites. Le 10 novembre prochain, l'ONG Porte Ouverte invite toutes les églises de France à participer à un culte centré sur la prière et la solidarité. Cet événement a pour but de soutenir les chrétiens qui souffrent à travers le monde en raison de leur foi. Ensemble, les communautés pourront témoigner de leur engagement pour la défense des droits des chrétiens persécutés. Le dimanche de l'église persécutée, organisé par l'ONG Porte Ouverte France le 10 novembre 2024, sera une occasion précieuse pour les églises protestantes de se rassembler. Cette journée vise à prier et à sensibiliser les croyants aux défis auxquels font face de nombreux chrétiens dans le monde, où 1 sur 7 endure l'oppression en raison de sa foi. Les églises sont invitées à s'impliquer en consacrant un temps de prière et de partage de témoignages inspirants. L'ONG Porte Ouverte met à disposition un pack de ressources comprenant des vidéos, des exemples de prédications et des idées d'animation pour les enfants, facilement téléchargeables sur leur site internet. Cette initiative a déjà réuni en 2023 885 églises en France,
en partenariat avec le Conseil national des évangéliques de France et la Fédération protestante de France. Les dons sont également bienvenus pour soutenir les actions de l'ONG, renforçant ainsi la solidarité envers les chrétiens persécutés à travers le monde. L'événement Connexion a rassemblé plus de 500 jeunes des églises évangéliques baptistes de France du 25 au 27 octobre 2024, placé sous le thème « N'aie pas peur car je suis avec toi ». Cet événement a été l'occasion d'encouragement et de partage spirituel. Connexion, un événement marquant pour la jeunesse de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France a eu lieu du 25 au 27 octobre et a rassemblé plus de 500 jeunes. Pendant ce week-end, les participants âgés principalement de 15 à 22 ans ont été invités à approfondir leur relation avec Dieu à travers des enseignements inspirés du thème « N'aie pas peur car je suis avec toi ». Les moments de prière ont été particulièrement significatifs avec des responsables d'église et des bénévoles qui se sont engagés à encourager ceux qui ressentaient un appel spirituel. Des activités musicales et sportives ont également rythmé le week-end, contribuant à créer une atmosphère conviviale et dynamique. L'événement lancé en 2015 s'est d'abord tenu à Poitiers avant de s'installer à Russin, près de Roanne, en 2022. Connexion continue d'être un temps fort pour les jeunes, les rassemblant tous les 2 ans autour de leur foi commune. Du sport pour refermer ce journal, Rodrigo Hernandez Cascante, dit Rodri, a été élu 68e Ballon d'Or ce lundi 28 octobre 2024 au Théâtre du Chalet à Paris dans une demi-surprise générale. Bien que Vinicius a été longtemps considéré comme favori pour remporter le titre de meilleur joueur du monde, les 100 journalistes votants ont finalement opté pour le milieu de terrain de Manchester City. Rodrigo Hernandez, surnommé Rodri, a été couronné 68e Ballon d'Or le 28 octobre 2024 lors d'une cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors que Vinicius semblait favori pour cette distinction, c'est finalement le milieu de terrain de Manchester City qui a été plébiscité par les 100 journalistes présents. Rodri devient ainsi le premier joueur de l'histoire du club à recevoir cet honneur. Sa performance exceptionnelle cette saison, tant en club qu'avec la sélection espagnole, a été déterminante. Il a contribué à la victoire de Manchester City en Première Ligue et à celle de l'Espagne en Coupe d'Europe. Au cours des 12 derniers mois, il n'a perdu qu'un seul match, affichant une régularité impressionnante. À chaque fois qu'il a été sur le terrain, son équipe a soit gagné, soit fait match nul, excepté lors de la finale de la FA Cup contre Manchester United. Ce succès augure de belles promesses pour l'avenir de Rodri dans le monde du football professionnel. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.